Alors voici, aujourd'hui je vous présente une entrevue que j'ai pensé vous proposer relativement au sujet qui nous est à cœur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des études en développement durable? Gardons le sujet vaste et ouvert, donc ça peut être différentes branches du développement durable. Et ici, on va rencontrer Maxime Cotenoir. Est-ce que je le prononce bien? Oui, parfait. C'est aussi simple que ça, c'est Cotenoir. Aussi simple. Et Maxime, toi, tu as une entreprise et j'aimerais qu'on ouvre peut-être la discussion à ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qui est ton entreprise dans le domaine du développement durable? Donc oui, j'ai une entreprise qui se nomme Cotenoir Consultation, original comme titre. C'est une entreprise de services conseil en développement durable. Donc, j'accompagne des entreprises de ma région. Je suis basé en Gaspésie présentement. Donc, mes clients sont très situés Gaspésie. Éventuellement, j'aimerais un peu m'étendre Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, mais vraiment rester spécialisé entreprise Est du Québec. J'accompagne les entreprises à se développer une politique et un plan d'action en développement durable. On rentre dans l'entreprise, je fais un diagnostic, on regarde c'est quoi les forces, les faiblesses. Par la suite, l'entreprise va choisir parmi les enjeux du diagnostic les faiblesses à améliorer ou les forces à maintenir. Et à partir de ça, on se développe la politique en tant que telle, le plan d'action, les objectifs, comme par exemple, s'il y avait une faiblesse en santé et sécurité au travail, ben, on va avoir un objectif d'améliorer la santé et sécurité au travail. Qu'est-ce qu'on se donne comme action pour mettre ça en place? On va se mettre en place un comité de santé et sécurité, on va se mettre en place les équipements nécessaires, etc., etc. Donc, on développe vraiment un plan d'action détaillé sur 3 à 5 ans pour améliorer l'entreprise sur différentes facettes, que ce soit le côté gouvernance économique, sociale et environnementale, bref, les volets du développement durable. Oui, OK. Vraiment d'une façon concrète. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui peuvent être nommées? Oh, c'est très, très varié comme client et comme que je dis, étant donné que je suis en Gaspésie, le bassin d'entreprise n'est pas très élevé non plus. Donc, je me limite pas à certaines industries ou autres. Je garde ça très large. Donc, j'ai des entreprises en construction, en hébergement, en alimentation, en agriculture, en services web, en services de télécommunication. Donc, c'est vraiment très large comme bassin de clients. OK, ouais. Donc, c'est dans toutes sortes de domaines. C'est pas relié qu'à la construction ou Non, pas du tout, pas du tout. à des usines de manufacture de produits. Là. Ça va jusque quoi dans les entreprises de services aussi? Oui. Comme que je dis, comme que j'ai l'habitude de dire, le développement durable, ça s'applique pas mal pour tout le monde, tout acteur de la société. Une entreprise comme par exemple de création web en a autant à faire pour le bien-être de ses clients, par exemple, qu'une entreprise de construction, malgré que ce ne sera pas les mêmes problèmes. Un accident sur un chantier, c'est plus facile à imaginer que dans un bureau, mais confort des employés, tendinite du poignet, des affaires comme ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, on s'adapte vraiment au contexte de l'entreprise pour développer une politique et un plan d'action qui est vraiment adapté à leur contexte. OK. Puis, tu n'as pas d'exemple d'entreprise qui serait connue? LFG Construction, c'en est une, qui est l'un des gros employeurs en Gaspésie. Navic.com, qui est une entreprise de Internet, télévision, etc., téléphonie. La microbrasserie, le Naufrageur, qui est quand même un peu plus connue, elle, c'était parmi mes premiers clients. Sinon, j'en ai plusieurs petites boulangeries, la Pétrie, l'Auberge des Caps, Océan Marine, qui lui est un peu plus gros, qui est une entreprise de fabrication de bateaux, FIPEC, qui est une entreprise de fabrication de filets. Donc, comme je disais, c'est quand même assez diversifié comme client. OK. Est-ce que tu fais ça toute seule? Est-ce que tu as des employés, des associés? Présentement, je suis seul avec un employé à temps très, 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 très partiel. Je lui donne quelques heures. J'aimerais dire par semaine, mais c'est pas assez non plus. Elle travaille plus à titre d'honoraire professionnel. Donc, quand je vois que je suis un peu débordé, j'y donne quelques heures de son côté pour garder la tête au-dessus de l'eau. Un peu comme une sous-traitante ou un sous-traitant? Oui, c'est plus comme ça? Oui, un peu comme un pigiste, disons. Oui, OK. Est-ce que tu as à travailler avec plusieurs entreprises pour servir ton client? Est-ce que des fois, tu es obligé d'aller chercher d'autres entreprises, pas nécessairement des sous-traitants, mais
Ou toi, tu es invité par d'autres entreprises pour venir compléter un service? Est-ce que ça peut arriver? Dans mes services actuels, présentement, non, mais on fait des projets qui sont un peu plus rassembleurs, disons, comme par exemple, cette année, on travaille sur Synergie Gaspésie, qui est un projet qui vise à mailler les entreprises les unes avec les autres. Okay. On fait un bilan de leur matière, de leurs intrants, de leurs extrants. Puis si on voit qu'il y a une entreprise qui jette aux poubelles des palettes de bois, mais qu'à côté, il y a une autre entreprise qui a besoin de palettes de bois pour quoi que ce soit, ouais. Alors on peut créer un lien entre ces deux entreprises-là. Puis ça, c'est un projet qui rassemble vraiment plusieurs intervenants, des MRC, des chambres de commerce, puis c'est coordonné par le CIRAD, qui est le Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable, okay. Qui est au campus de Carleton. C'est lui qui coordonne tout ça. Donc ça, c'est plus un projet collaboratif avec différents partenaires du milieu. Oui, c'est bien intéressant. Est-ce que, en fait, ça fait combien de temps maintenant que ton entreprise est en activité? J'ai commencé en janvier 2015, officiellement que j'étais enregistré, mais en 2014, j'étais déjà là-dedans pour préparer mes programmes, préparer ma recherche de clients, tout ça. Mais officiellement, c'était en janvier 2015, donc je me dirige vers ma 4e année d'opération très prochainement. OK. Et puis, finalement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé à ton compte dans ce domaine-là? Un peu le hasard, je dirais, parce que tout le long de mon cheminement scolaire, j'ai jamais trop su qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Juste à titre d'exemple, quand j'ai quitté le secondaire, pendant mon secondaire, j'ai voulu être menuisier, garde-chasse, camionneur, même vraiment, je voulais pas travailler dans un bureau. Le Maxime d'antan serait pas content de me voir aujourd'hui, mais bon. Par la suite, j'ai vu tous mes amis partir au cégep de Rimouski, justement. Puis je me disais, bon, aller faire un DEP de 2 ans, est-ce que je suis prêt à entamer ma vie d'adulte par après? Je m'étais dit que non, et que vu que toutes mes chums partaient aux études, je vais aller avec eux. Donc, je suis parti faire un DEC en sciences nature que je ne savais pas encore trop à quoi faire non plus. Après mon DEC en sciences nature, j'ai décidé d'aller en biologie parce que le programme n'était pas contingenté, puis que je ne savais pas encore non plus trop quoi faire de ma vie. Fait que j'ai été dans cette branche-là. Puis c'est pendant un emploi d'été que j'ai discuté avec une autre assistante de terrain qui était là, puis je ne savais pas encore quoi faire. Est-ce que j'allais biologie en recherche ou j'allais plus côté professionnel avec une maîtrise en gestion de l'environnement? Vu que les perspectives d'emploi étaient un peu plus meilleures, disons, côté professionnel que côté recherche, parce que côté recherche, je voulais pas passer ma vie à faire des post-doctorats sans me trouver un poste non plus. Ouais. Donc, on m'a parlé justement de la maîtrise en gestion de l'environnement et du développement durable à l'Université de Sherbrooke. Okay. C'est là que j'ai été faire ma maîtrise, puis c'est vraiment à la fin de mon parcours que j'avais eu plusieurs cours sur le développement durable, justement, mais il y a une professeure en particulier, Marie-Chantal Vincent, qui a sa propre entreprise de services conseils en développement durable à Montréal, qu'elle nous a parlé de ça, puis elle a parlé de développement durable vraiment avec une étincelle dans les yeux, puis elle m'a vraiment changé ma façon de penser à moi-même. Elle t'a transmis sa passion, là. Oui, c'est ça, un peu ça. C'est vraiment ça, une transmission de passion. Puis je lui ai demandé à ce moment-là, Marie-Chantal, d'après toi, est-ce que je pourrais lancer une entreprise de services conseils en région? Parce que moi, mon but aussi, c'était de revenir travailler dans ma région. Absolument, je ne me voyais pas ailleurs qu'en Gaspésie. Puis c'est là qu'elle m'a répondu, oui, il n'y a aucun problème. Puis en plus, je vais t'aider là-dedans. Donc, elle m'a transmis ses documents, ses programmes, ses fiches d'information. Bref, elle m'a été d'une aide incroyable. C'est grâce à elle que j'ai réussi à me partir aussi rapidement à mon compte puis à temps plein. C'est vraiment ce cheminement que, au début, c'est du hasard complètement, que je ne sais pas trop quoi faire, jusqu'à arriver à rencontrer Marie-Chantal, que c'est vraiment elle qui m'a permis de me lancer mon entreprise de services conseils en développement durable en Gaspésie. C'est que merci Marie-Chantal. Oui, c'est bien. Mais quand on peut avoir la chance comme ça d'avoir un... Là, ça a été une marraine. Oui, c'est ça. Oui, complètement. On est encore
en discussion ensemble, puis elle m'aide encore à plein de choses là, dans le développement de l'entreprise. Parce que dans le fait, il n'y a rien comme partir à son compte puis avoir un réseau ou au moins des contacts. Quand ça peut être dans le même domaine, des fois, c'est justement le réseau le plus dur à faire, c'est quand on peut être vu comme un compétiteur qui va prendre nos secrets puis à qui on ne veut pas partager, mais pourtant, là, vous êtes assez loin que vous risquez pas de vous faire compétition, peut-être plus de vous aider en cas de besoin même. En plein ça, c'est ça qui a aidé au transfert de connaissances, là, que elle est à Montréal, moi je suis en Gaspésie, elle n'a pas l'intention de venir en Gaspésie, j'ai pas l'intention d'aller à Montréal, donc on est vraiment dans nos secteurs respectifs, là. Ça permet un libre-échange entre les deux entreprises. Comme ça, si je comprends bien, dès que tu as terminé ton bac en bio, c'est ça, tu as fait une maîtrise, puis tout de suite à l'après... en gestion de l'environnement et de développement durable. Ensuite, je suis revenu en Gaspésie avec l'idée de lancer mon entreprise parce que Marie-Chantal était en arrière de moi pour m'aider avec ça. Mais je ne l'ai pas lancé du jour au lendemain non plus. Non, il y a quand même... En revenant en Gaspésie, j'ai travaillé dans une scierie, la scierie à Saint-Elzéar. Donc après, je pense que c'était 6 ans d'université, j'étais payé à ramasser des planches dans une cour à bois. Ouais. Donc, c'est pas vraiment ça que je voulais faire non plus. Mais d'un autre côté, j'aimais tellement la Gaspésie que j'aimais mieux travailler dans une scierie en Gaspésie que dans mon domaine hors Gaspésie. Donc, de ce côté-là, je pouvais pas me plaindre non plus. Mais c'est ça, j'ai travaillé 6 mois de nuit à 44 heures semaine. Puis le jour, je travaillais sur mon entreprise pour essayer de la lancer. Fait que j'étais sur le bord du burn-out vers la fin. Fait qu'à un moment donné, après 6 mois de travail à la scierie, je dis je plonge. C'est quoi l'expression? Je saute, je plonge. Ouais, on va le faire comme ça. Là. Je sais pas où je cherchais, mais bon. Je plonge. Et c'est là que j'ai démissionné de la scierie, puis je me suis vraiment mis à temps plein. Puis j'ai passé un autre 6 mois sans salaire, jusqu'à temps que j'ai réussi à trouver mes clients, à développer le programme, puis let's go, on se lance. Ouais. Ben, il a fallu que tu crées... Est-ce qu'il a fallu que tu crées finalement le besoin un peu en faisant connaître ton entreprise, puis comment je te laisse parler là-dessus. Oui, avant de revenir en Gaspésie, Marie-Chantal m'avait demandé de faire une étude de marché. Donc, aller voir un peu le terrain, voir les clients, tout ça. Puis, les résultats de l'étude de marché, c'était plus ou moins positif. J'avais compris en voyant les résultats que les gens ne comprenaient pas c'était quoi le développement durable. Il y avait très peu de répondants qui disaient vouloir faire affaire avec un consultant en développement durable. Puis justement, ils ne voulaient pas faire affaire avec un consultant parce qu'ils ne comprenaient pas les avantages et les bénéfices que ça peut apporter à une entreprise, le développement durable. Donc j'ai fait volontairement de l'aveuglement pour l'étude de marché. Je me suis dit, je vais me lancer quand même, puis je vais vraiment faire du porte-à-porte, aller voir les entreprises, expliquer c'est quoi le développement durable, est-ce que ça vous intéresse d'embarquer dans un programme d'accompagnement sur un an pour développer une politique, un plan d'action. Puis finalement, ce qui est bien en Gaspésie, c'est qu'on n'est pas considéré comme des numéros. Les gens prennent le temps de vous écouter, même si je suis un dirigeant d'une entreprise avec 500 employés comme LFG Construction. Le PDG a pris le temps de me rencontrer pour en discuter. Puis finalement, ça a été parmi l'un de mes premiers clients. Donc, c'est ça qui est bien de ce côté-là. Donc, en fait, faut même pas faire l'approche de tes services en utilisant, si on veut, le terme développement durable parce que lui-même, ce terme-là, il faut que tu l'expliques. Donc, plutôt que de... Tu fais pratiquement de la formation quand tu essaies de vendre tes services pour leur montrer c'est quoi le développement durable. C'est ça, c'est quasiment ça, parce que quand on dit développement durable dans le domaine des affaires, c'est surtout perçu de manière péjorative, puis surtout de manière environnementale, que les gens pensent que le développement durable, ça s'arrête à recycler le papier puis à fermer la lumière quand on sort du bureau, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Quand je rentre dans une entreprise, je parle même pas d'environnement. Je parle vraiment du concept développement durable. C'est quoi les avantages économiques, comme par exemple une meilleure image qui peut amener de nouveaux revenus, une attraction de la clientèle, peut-être une meilleure productivité des employés par rapport à, encore une fois, la meilleure image de marque, une meilleure rétention des employés, donc un taux de roulement moins élevé, une meilleure gestion des risques. S'il y a un prix sur le carbone qui rentre, ben nous, on est prêt parce qu'on a réduit nos gaz à effet de serre, etc., etc. Donc, je focus très économique quand je vends mon programme aux entreprises. Puis un coup qu'on est dans le programme, là,
on voit le global, économique, social, environnemental. Oui, c'est ça. En fait, le développement durable, hein, c'est la vision de tout ça ensemble, l'économique, le social et l'environnemental. Est-ce que LEED vient jouer un rôle dans ton exercice, dans ton métier ou C'est sûr que LEED aide beaucoup, justement, quand on va parler de gestion de l'énergie au sein des entreprises clientes. Il y a plusieurs bons points qui en ressortent. Mais la certification LEED m'a surtout inspiré moi-même pour construire ma propre maison. Et de ce côté-là, comme tu le sais, on veut se faire avec cette maison-là un peu comme une maison modèle pour inspirer les gens, justement, c'est quoi les avantages, les bénéfices, avoir une maison efficace de côté énergétique. Oui. Donc, c'est un peu comme un parallèle. LEED influence toujours parce qu'ils sont en développement, puis ils développent des stratégies dans l'énergétique, comme tu le disais. Et, tout est relié hein, aussi dans LEED. C'est vraiment le côté développement durable appliqué au bâtiment. En plein ça. Mais puis il y a quand même comment tu vois ça, toi, justement, dans l'habitation pour dériver un peu de ton entreprise, là, vu que tu as une maison LEED presque terminée? Oui, ouais, c'est ça. On vient de faire de la finition il y a quelques semaines, installation de porte. Comme qu'on voit en arrière de moi, ça commence peu à peu à se mettre en place. Mais pour l'instant, ce qui va rester, c'est terminer l'extérieur pour l'installation de gouttières et les réservoirs de récupération d'eau de pluie, parce qu'on veut avoir les points LEED de ce côté-là aussi. Puis il reste la finition intérieure des garde-robes. Puis après ça, on va être prêt à se faire certifier. Donc au printemps, on devrait être bon pour se faire certifier. Puis aussi se mettre un petit potager parce que c'est un point supplémentaire facile à aller chercher. Oui, et puis justement, est-ce que tu vas intégrer un peu la maison dans l'exercice de ton entreprise? Est-ce que tu penses que ça va t'aider à peut-être développer une aile à ce niveau-là, une aile de soutien résidentiel peut-être? Oui, peut-être pas développer une aile, mais vraiment l'intégrer dans mes services en tant que tel pour leur montrer que, parce que des fois, ils sont un peu réticents à faire des investissements qui pourraient voir justement un retour sur investissement, mais parce que la vision des entrepreneurs, souvent, c'est des visions court terme. Donc, quand je parle de développement durable, puis essayer de l'amener la vision long terme, on le voit un peu moins. Là, avec la maison, qu'on peut voir déjà les économies d'énergie possibles avec pas tellement un gros investissement. J'ai pas de système de chauffage à la géothermie ou quoi que ce soit. C'est vraiment le solaire passif qui fait chauffer la maison. Donc, juste en montrant ce côté-là de la maison, ben, ça peut beaucoup aider à influencer positivement les entrepreneurs, les dirigeants, à faire la même chose pour la gestion de leur entreprise, que si j'ai un nouveau bâtiment à construire, ben, je vais le construire selon les principes de LEED pour justement avoir des économies à long terme. Oui. Et puis, est-ce que tu vois à ce moment-là la nécessité pour une entreprise d'aller chercher la certification LEED? C'est sûr que côté reconnaissance, c'est un très bon point. Parce que ça peut être facile pour une entreprise de dire moi, mon bâtiment est vert, mais que si j'ai pas la certification pour le prouver, on perd un peu en crédibilité. Puis c'est là que c'est dangereux, surtout pour les entreprises, de tomber dans ce qu'on appelle le greenwashing, que prétendent être plus vert qu'on l'est réellement. C'est là que les certifications deviennent un peu un gage de crédibilité. Puis la certification LEED, on est un très bon pour justement les bâtiments durables et pour montrer que notre engagement en développement durable n'est pas seulement sur papier, mais on fait vraiment de réels efforts pour le mettre en œuvre. Puis on a la certification qui a été vérifiée par une tierce partie qui vient le prouver. Oui, c'est ça, effectivement. Et pour l'entreprise, ça donne vraiment si on veut, un œil externe. Hein? C'est une tierce personne. En fait, c'est l'organisation LEED qui vient dire oui, c'est vrai. Et ils ne vous racontent pas des histoires, eux. Tandis que dans le résidentiel, mais la personne en profite pour elle. Ça donne peut-être moins de rendement immédiat ou de valeur immédiate, mais on sait, je ne sais pas si tu as vu, toi, l'étude de marché qu'Écohabitation a fait il y a déjà 2 ou 3 ans,
où déjà à l'époque, il y a 2 ou 3 ans, les maisons LEED, les maisons certifiées ou les maisons écologiques avaient déjà plus de valeur qu'une maison qui ne l'était pas. Oui. Puis en étant LEED, ben, d'autant plus que là, tu as la certification, tu as un vrai papier qui dit oui, ça a été fait dans les règles de l'art. Oui, il y avait même une autre étude que j'avais vu passer que les employés avaient un meilleur gain de productivité quand ils travaillaient dans des bâtiments durables. Donc, juste le fait que il n'y a pas de COV, par exemple, de composés organiques volatiles dans la peinture ou dans les meubles qui fait que ça peut donner des maux de tête, des étourdissements, etc. Ben, déjà là, il y avait moins de burn-out, par exemple, de dépression, du fait, pas de dépression, pas peut-être à ce point-là, mais qu'il y avait moins de plaintes sur le confort en général, puis il y avait une réduction de l'absentéisme dû au fait qu'on s'attarde à la santé des occupants, mais aussi du fait que les employés sont fiers de travailler pour l'entreprise parce que ils font des efforts visibles en développement durable en étant certifiés LEED. Donc c'était un double gain, disons. Oui, oui, oui. Il y a le volet de l'éclairage dans LEED, il y a aussi les vues à l'extérieur qui est plus inspirant que d'être enfermé dans un coqueron. C'est sûr que travailler entre 4 murs, pas de fenêtre, c'est dur sur le moral comparativement à avoir des grandes fenêtres avec la lumière du soleil qui rentre. Ça fait des grosses différences sur le bien-être des employés, justement. J'ai vu une espèce de remise en question de certains points LEED. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, je veux juste savoir ce que tu en penses. C'est que certains bâtiments LEED, justement pour avoir des vues extérieures, fait que tout est ouvert et que le gain de productivité qu'on pouvait remarquer au début, finalement, peut être réduit parce que les gens ont plus d'espace à eux pour se concentrer dans un espace plus cloisonné, si on veut. Là. Tout de suite, je vois des solutions, mais est-ce que toi, tu as déjà entendu parler d'une espèce de contre-coup? Non, oui, je n'avais pas eu mention de cet effet-là, non. OK. Je ne peux pas te donner la source, là. Il me semble que j'ai vu ça il n'y a pas tellement longtemps, mais en fait, on voit un ressac au niveau des grosses entreprises, là, Google ou IBM, qui diminue le télétravail pour ramener les gens, parce qu'au début, il y a un gain de productivité, puis après, il y a un ralentissement, il y a comme une perte de productivité. Mais je pense que la solution reste quand même assez simple, c'est que oui, on peut peut-être recréer certains espaces clos de travail concentré, mais ça ne veut pas dire que les murs sont pleins, là. Ça peut être des murs vitrés où on garde notre point de vue, où on peut quand même communiquer avec les gens, voir ce qui se passe. Là. Oui. De ce côté-là, c'est pas vraiment la certification LEED le problème, c'est plus la conception du bâtiment en tant que tel. Oui, l'application elle-même. Il y a plusieurs façons d'appliquer LEED. Hein? C'est pas une règle extrêmement stricte. En effet. Ça mène peut-être à un des derniers sujets que je voulais aborder avec toi. Tu le vois sur le terrain, avec ton entreprise qui est déjà depuis quelques années. Est-ce que tu vois une croissance de la demande? Est-ce que tu peux voir un certain potentiel de marché dans ta niche, si on veut, là, dans le service conseil en développement durable? Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce qui s'en vient? Un peu comme je disais tantôt, le gros problème, c'était le manque de sensibilisation au développement durable. Et qu'on prend le temps de leur expliquer c'est quoi, les gens comprennent mieux puis sont plus intéressés. Il y a aussi le fait qu'on est en région. On veut un peu suivre les tendances qui se passent à travers le monde, puis le développement durable, c'en est une. Justement, il y avait une étude qui avait sondé plusieurs PDG de grandes entreprises, puis je pense que c'était 90% des PDG qui affirmaient que le développement durable, c'était essentiel pour la survie en tant que telle de l'entreprise. Puis c'est un peu ça aussi, parce que le monde change tellement vite qu'on n'a pas le choix de s'adapter rapidement. Puis le développement durable, ce que ça vient faire, quand on développe les plans d'action, tout ça, c'est un peu une gestion de risque. Essayer de faire des veilles stratégiques pour voir ce qui va se passer dans un avenir rapproché ou un avenir lointain, que ce soit une taxe carbone ou une taxe sur l'utilisation de l'eau, peu importe. C'est vraiment nous préparer à l'avenir. Et ça, quand les gens peuvent le comprendre, ça peut vraiment amener un développement d'entreprise plus solide qui fait que l'entreprise va pouvoir survivre sur le long terme, puis c'est ce qu'on veut. Puis ça, quand les gens le comprennent,
Ça aide beaucoup de ce côté-là. Puis comme que je disais, c'est vraiment de la sensibilisation, sensibilisation, sensibilisation qu'il faut faire pour que les gens comprennent. Puis quand ils sont dans le jus, qu'ils sont dans le bain plutôt, puis qu'ils voient en réel les avantages puis les bénéfices qui peuvent survenir, c'est que du bon. Puis ça fait aussi un effet d'entraînement. Par exemple, si on prend le domaine de la construction, je suis une entreprise, j'ai fait une démarche de développement durable. Ben, les concurrents qui sont à côté, oh, lui il fait du développement durable, il se développe une image autour de ça, moi il faut que j'embarque là-dedans. Donc c'est de plus en plus qu'on en parle, de plus en plus que les gens vont vouloir embarquer, puis je pense que c'est pas seulement une tendance, c'est vraiment un fait qui fait qu'on va devoir de plus en plus en parler de développement durable en entreprise, ça devient de plus en plus un incontournable. Mm-hmm. Donc, une fois que les gens ont compris la différence, le vrai sens du terme développement durable, et non pas celui galvaudé par nos dirigeants parfois, hein, nos élus qui utilisent ce terme-là à toutes les sauces, mais qu'on finit par plus savoir exactement ce qu'ils veulent dire, la vraie sensibilisation, c'est de faire comprendre l'impact concret dans le quotidien de ce que ça peut faire. C'est là qu'on a vraiment, si on veut, la base pour un développement solide qui s'en vient, mais une façon de faire qu'on ne peut plus passer à côté. Mm-hmm. Hein, c'est ça. Souvent, les gens vont seulement voir le côté économique de la chose, mais ça semble oublier que notre économie est basée sur quoi? Elle est basée sur notre environnement. Si on surexploite nos ressources, le jour où est-ce qu'on n'aura plus de ressources exploitées, qu'est-ce qui va arriver de l'économie? Ça va tomber. Il y a eu plusieurs études qui ont dit que, justement, si on continue de cette manière-là, à demander une croissance illimitée dans un monde limité en ressources, on va frapper un mur. Donc, c'est là la vraie signification du développement durable. Pas seulement améliorer notre image de marque, de peinturer nos murs en verre, puis que ça s'arrête là. C'est vraiment de comprendre ce fait-là que l'économique, le social, puis l'environnemental, c'est trois volets qui sont intégrés les uns dans les autres. On ne peut pas seulement regarder environnement, social et économique séparément, mais c'est vraiment regarder ça comme un tout, puis que tout est relié. Un peu comme on disait avec la certification LEED, que tout est relié parmi les différents points qu'on y retrouve là. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme source? Bon, LEED a un impact, LEED est pionnier, mais c'est vraiment axé sur le bâtiment. Toi, tu joues aussi sur plein d'autres volets dans lesquels l'entreprise a un effet, si on veut. Est-ce que tu ressens, est-ce que tu vois une tendance ou est-ce que tu as d'autres sources? Peut-être pour éclaircir mon idée, en fait, il faut que tu ailles de l'avant tout le temps parce que tu encourages les entreprises à faire quelque chose qui va de l'avant, qui va durer dans le temps, mais tout évolue aussi, toutes les étapes, si on veut, de business évoluent, autant la façon dont on prélève les ressources ou la façon dont on fait travailler notre personnel, la façon dont on les encourage, on essaie à les garder aussi dans notre entreprise. On le voit là, dans les médias, là, il y aurait des pénuries de main-d'œuvre, en tout cas dans certains marchés. Ça peut peut-être être ça aussi, une certaine forme de développement durable, de mieux payer ses employés dans certains domaines pour les garder, les attacher ou les faire participer. Bref, je fais une grosse présentation, mais est-ce que tu vois d'autres ressources, si on veut, qui viennent influencer ton travail, d'autres éléments externes là, que tu vois qui pourraient s'en venir ou quelle tendance ça pourrait peut-être prendre avec même les années ou ce qui s'en vient? On voit côté consommateur qu'il y a une tendance de plus en plus frappante qui fait que les gens veulent mieux consommer, savoir d'où viennent les produits, savoir comment ça a été fabriqué, où, dans quelles conditions, etc. Ça, c'est un gros élément externe que les entrepreneurs commencent à prendre en compte, justement, que si je ne réponds plus aux attentes de mes clients, ben, c'est eux qui vont me lâcher pour aller vers une entreprise qui, justement, elle, fait des efforts pour mieux gérer tout ça. C'est sûr que dans l'ensemble, c'est difficile de prévoir tout ce qui pourrait arriver. Quand je termine mes accompagnements, moi, je parle de mettre en place un processus d'amélioration continue, donc du fait que on fait notre plan d'action, c'est bon,
Mais un coup que le plan d'action est terminé dans 3-5 ans, on s'arrête pas là, puis on continue comme si de rien n'était. Il faut refaire un diagnostic, il faut refaire une politique, il faut refaire un plan d'action pour que justement on reste pas ici à un même niveau, mais qu'on essaie tout le temps de suivre continuer à progresser, puis justement les nouvelles choses qui seront apparues dans les 5 prochaines années, ben, qu'on puisse en tenir compte tout de suite plutôt que de se faire pousser par nos clients qui, eux, vont le savoir. Hein, avec Internet, les gens magasinent avant d'aller rencontrer ou avant d'acheter. Puis, on commence à plus voir ça, là, des vendeurs qui sont moins au courant que leurs clients. Mais il y a quelques années où on le voit encore un peu, mais disons qu'on n'a pas le choix. Là, il faut que les gens s'adaptent parce que les clients et les consommateurs, ils sont informés, mais ils ont accès à l'information. Tu ne peux plus raconter n'importe quoi, là. Ah oui, maintenant, il faut être alerte. Puis, comme je le dis tout le temps, pour une entreprise, la meilleure chose que tu peux faire, c'est d'être transparent dans tout ce que tu fais. Une entreprise qui n'a rien à cacher, c'est une entreprise qui n'a rien à se reprocher. Donc, que ce soit dans ta démarche de développement durable ou ta gestion d'entreprise ou peu importe, sois transparent. Puis s'il y a quelque chose que tu veux cacher, ben ce petit quelque chose-là, ça se peut que c'est de quoi qu'il faudrait changer. Donc, ça donne déjà un bon indice, là. Oui, effectivement. Et merci beaucoup pour tout le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Ton entreprise s'appelle donc Côte-Noire Consultation? Oui, c'est ça. Tout simplement. Toi, tu es du côté de la baie des Chaleurs, de la Gaspésie. Donc, la municipalité où ton entreprise est, c'est exactement où? Municipalité de Maria. Tu es à Maria. Puis, je pense qu'on peut aussi suivre un peu ta maison sur Facebook. C'est quoi ton... Oui. Maison L'Idéal Gaspésie, on trouve ça sur Facebook. On a un site web qui est présentement en construction, qu'on va essayer de terminer dans les plus brefs délais, mais ça s'en vient, puis on fait un gros travail de sensibilisation, puis déjà on voit qu'il y a un intérêt qui vient parce que dans la boîte de réception de la page Facebook, on a plusieurs messages de gens qui posent des questions, fait que c'est le fun à voir, c'est le fun de voir que les gens s'intéressent, puis c'est le fun de voir qu'on fait pas ça pour rien non plus, qu'on réussit à influencer les gens un peu, à réfléchir à l'aspect environnemental des maisons. Fait que là-dessus, on est très, très contents. Ah, ben c'est bien. Moi, c'est là que je vous ai trouvé. C'est sur Facebook en cherchant une maison lead dans le coin de la Gaspésie. Et puis, ben, on a eu la chance, là, on s'était écrit un petit peu, je t'avais posé quelques questions. Et puis, ça a amené à cette petite entrevue-là. En tout cas, je te remercie encore infiniment. Pour ton temps. J'espère que ça va éclairer un petit peu les gens qui se forment dans le domaine du développement durable, sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leurs études ou un exemple d'embranchement qu'on peut prendre pour travailler dans ce domaine-là puis faire avancer dans les valeurs auxquelles on croit. Hein. Tu ne serais pas là-dedans si tu y croyais pas, parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire et de communication et d'information. Il ne faut pas juste vendre notre service par rapport à un autre, il faut vendre l'existence de ce produit-là, si on veut. Oui, oui. Ou de ce service-là. Donc, ça aide à ouvrir des lumières en même temps et de démontrer que dans le concret, ben, il y a de quoi faire. Et puis, c'est à ça que j'espère que va servir un peu cette entrevue-là pour mes étudiants. Ben, je te remercie encore. Et puis, les gens qui auront des questions pourront communiquer avec toi, soit par ton entreprise ou par ta page Facebook. Et puis, je te remercie encore. Puis, on recommunique. On aura peut-être d'autres occasions de collaborer à ce moment-là. Oui, parfait. Un gros merci. OK, je te remercie.